Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous reparler un peu du schéma. Il y a beaucoup de choses à dire. J'y reviendrai de temps en temps. Des fois, je couperai un peu parce qu'il y aura des thèmes d'actualité nombreux à développer. Mais je vais vous parler, je vais vous faire passer un témoignage du responsable de celui qui est élu, qui est le président national de la Fédération des producteurs de lait, donc branche FNSEA. Vous allez voir ce qu'il a dit à l'antenne récemment, qui est une répétition de ce qui est dit tous les ans. Donc je vais vous parler surtout de ce secteur-là aujourd'hui, parce que le tableau est tellement grand qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Je voulais juste préciser avant que malheureusement le drame continue en Haute-Savoie, d'où j'arrive, où j'ai vu les producteurs, et beaucoup ne veulent plus témoigner. Ceux que j'ai vus ne voulaient pas témoigner, tout simplement parce qu'ils sont terrorisés par un seul élément, la décision politique qui a été prise en France, je dis bien en France, parce que ça n'a pas été la même décision dans les autres pays, et ça c'est bien une décision politique, c'est l'abattage total. Et ça fait des ravages et ça va laisser des traces considérables d'orienter une maladie non contagieuse sur l'abattage total. Là, après, moi, je m'arrête là parce que on n'a pas les compétences pour analyser le choix des décisions. Je ne suis ni scientifique, ni vétérinaire, ni rien du tout. Donc, je m'arrêterai là. Mais c'est l'abattage total qui cause des dégâts qui vont laisser des traces à vie. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter le président de la FNPL et ensuite, bah, vous allez voir que la teneur des propos, si je reprenais chaque année leur déclaration, en gros, c'est la même. Hein? À tout de suite. 6h49 sur Sud Radio. Depuis quelques jours, une inquiétude plane. Va-t-on vers une pénurie de beurre cet automne en raison de la production de lait en baisse? Des éléments de réponse avec notre invité Yoann Barbe, président de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour Yoann Barbe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, la production de lait est en baisse. Quelles sont les raisons de cette baisse? Alors, il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette production laitière qui est en baisse depuis, on va dire, la fin de l'été. La première, effectivement, c'est les périodes de canicule qu'on a vécues aussi bien au niveau de nos troupeaux laitiers que nous, en tant que producteurs de lait. Et la deuxième, c'est peut-être aussi cette crise sanitaire qui reprend un peu sur le Grand Ouest, donc la Bretagne, avec l'arrivée une nouvelle fois de l'AFCO 3 qui attaque nos troupeaux. Et la dernière, c'est quelque chose de récurrent qu'on voit tous les ans maintenant, c'est qu'on perd des producteurs, des collègues qui arrêtent le lait ou des collègues qui ne trouvent pas de repreneurs pour reprendre leur ferme et continuer à faire la production laitière. Et si on Donc parle, la France va... si on donne quelques chiffres, vous estimez votre perte à combien de lait? on est environ à une perte de 2% par an là sur les 5 dernières années. Donc il faut absolument qu'on prenne ça en compte et surtout qu'on inverse cette tendance si on veut garder la souveraineté alimentaire laitière française. Oui, si on veut garder cette production, parce que là, la conséquence, c'est qu'on est obligé d'importer du lait, c'est ça? On est obligé, alors on n'importe pas du lait directement liquide, parce que on importe donc directement la matière grasse, le beurre, pour la France en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on déplore, alors qu'on aurait la capacité à produire largement le lait pour être autosuffisant en France. C'est ça, il n'y a pas de pénurie de beurre a priori qui se profile, mais par contre, ce ne sera pas forcément du beurre français. C'est ça. Ça veut dire que pour compenser finalement la perte de nos producteurs ou liée à des producteurs qui disparaissent ou les canicules ou la crise sanitaire, ben on fait appel au marché extérieur et on importe du beurre en France en ce moment. Et la conséquence, est-ce que si la production est plus rare, le produit va être plus cher? Le beurre peut être plus cher parce que effectivement on peut se féliciter que finalement il y a des importations et que le marché permet de combler ce manque. Mais le risque à terme, c'est quand même que ces pays qui nous approvisionnent en beurre, ben eux aussi soient contraints de baisser leur production, soit par la problématique sanitaire ou aussi la problématique environnementale. Et je pense notamment aux pays du nord de l'Europe, qui ont une production assez intensive et qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. Et donc finalement, d'être dépendant des autres, c'est dangereux à court terme et à long terme. Et pour enlever cette dépendance, pour être autosuffisant pour cette production de beurre, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, au gouvernement?
Alors, le gouvernement, on peut pas toujours tout lui demander, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut quelque chose qui soit très réactif. Ça veut dire qu'il nous faut un prix du lait qui permette aux producteurs d'avoir envie alors de s'installer pour les futurs, mais surtout ceux qui sont en place, de continuer à produire en lait et qui surtout qu'ils puissent investir sur leurs exploitations, notamment pour améliorer les bâtiments, pour que les bâtiments des vaches laitières et autres puissent, là, pendant la période de canicule, avoir des ventilateurs pour que les vaches soient dans de meilleures conditions pour produire plus de lait et surtout suffire à la demande de nos consommateurs français. Et on peut également, je crois, alors c'est un peu plus technique, améliorer la qualité du lait, c'est-à-dire augmenter la quantité de matière grasse dans le lait, c'est ça, mais ça a forcément un coût aussi. C'est ça en fait, c'est très technique, mais nos producteurs ont la capacité de travailler sur l'alimentation de nos animaux, des vaches, pour essayer, ou travailler sur les races, pour essayer d'augmenter la teneur en matière grasse d'un litre de lait. Donc ça, c'est possible de le faire, mais c'est du travail de long terme. Et pour ça, je dis, c'est vraiment un travail de filière. Et donc les transformateurs, ceux qui nous achètent notre lait, doivent donner vraiment un signal positif sur le prix du lait et sur le prix de la matière grasse pour que les producteurs puissent prendre les bonnes décisions sur leurs exploitations et surtout qu'ils puissent trouver une rentabilité en produisant de la matière grasse. Et pour vous donner un exemple aujourd'hui, allez-y. La matière grasse, elle est payée aux producteurs de lait autour de 2500 € la tonne, alors que les marchés sont à 7500 € la tonne. Ah oui, donc on a juste un besoin de répartition de la marge pour que les producteurs aient envie de produire de la matière grasse et surtout que ça puisse correspondre à l'attente des consommateurs français. Vous nous parliez du nombre de producteurs de lait qui baisse. Combien il faudrait de producteurs supplémentaires pour que la France puisse être autosuffisante ? La France, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est passé sous la barre des 50 000 producteurs. Aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est surtout remplacer ceux qui quittent. Et c'est la barre, elle était un peu fatidique, c'est 50 000 producteurs. Donc là, il nous manque quelques producteurs, j'ai envie de dire, enfin quelques producteurs, c'est entre 3 et 5 000 producteurs quand même, immédiatement si on voulait reproduire le lait. Et globalement, si on parle en volume laitier, la France a été capable de produire 24 milliards de litres de lait et produire assez de matière grasse. Et aujourd'hui, on en produit un peu moins de 23 milliards. Et c'est ce milliard de litres de lait là qui nous manque, qui fait la manque de matière grasse en ce moment structurelle, toujours en période de fin d'été. Merci beaucoup, Johan Barbe, pour toutes ces explications. Je le rappelle, vous êtes président de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait. Merci beaucoup d'être sur Sud Radio. On vous souhaite une très bonne journée. Donc bonjour à tous. Donc vous avez vu le témoignage du président de la FNPL, donc de la Fédération nationale des producteurs de lait, hein, tout simplement. Donc je vais essayer de vous repartager le schéma parce que bon, c'est pour voir le contraste qu'il y a entre ce qui peut déclarer et la réalité de la situation, et ce depuis des décennies, hein. Donc là, normalement, vous voyez le schéma qui apparaît à l'écran. Je vais le laisser de cette grandeur-là, parce que vous devez, alors au-dessus, il y a bien sûr la FNSEA, hein, 1,4. Je vais remodifier mon tableau quand j'aurai le temps. C'est proche de 1,1. Des entreprises raflent plus de 80%, etc., etc., FNSEA. Mais là, je vais rester sur le tableau lait, tout à gauche. Vous avez les deux acteurs majeurs, Sodial, hein, et Lactalis, hein, sachant que ça, le groupe Sodial est rattaché, bien entendu, de façon indirecte à la FNSEA avec tout le réseau des autres coopératives, le groupe Laïta, Agrial et tout ça. Donc vous avez entendu Monsieur Johan Barbe. C'était pareil avant, hein, ses prédécesseurs, hein, ça changeait rien du tout. Donc il a dit en un la canicule, baisse de production laitière, manque de beurre, la canicule. Deux, la crise sanitaire FCO, il aurait pu parler de la dermato-nodulaire, il s'est pas étendu là-dessus. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était pour l'abattage total. J'ai cru comprendre. En trois, on perd des producteurs. Il n'y a pas de repreneurs. On perd 2% par an de production depuis quelques années. Donc, on perd notre souveraineté. Le gouvernement, bon, il peut pas tout faire. Il a quand même cité le mot, vous avez entendu, prix du lait. Pas au début, hein.
mais prix du lait, et il a dit qu'il y aurait besoin des raménagements à faire dans les bâtiments. Il a parlé de raménagement. Il s'est bien gardé de dire qu'on pouvait plus amortir des bâtiments neufs et qu'on n'était pas capable de renouveler le parc matériel dans nos exploitations en neuf, ni le parc matériel, ni le parc bâtiment. On cherche à installer des gens dans des corps de ferme qui sont très vieillissants. Hein. Donc il a dit aménagement dans les bâtiments pour mettre des ventilos. Alors moi je vais dire des ventilos. Il y en a besoin dans le bureau lorsqu'on est en train de faire regarder notre situation économique. Il y a besoin d'un ventilo pour ventiler le cerveau. C'est pas dans les bâtiments qu'il y en a le plus besoin. C'est pour ventiler le cerveau, hein, ou un ventilo plus puissant pour chasser les factures. Parce qu'on est devenu producteur de factures. On n'est plus devenu producteur de lait. Voilà la vérité. Alors, il a quand même avoué que la matière grasse, qui était payée 2 500 € la tonne, hein, elle était sur le marché à 7 500 € la tonne. Il a quand même évoqué le mot répartition de la valeur ajoutée. C'est déjà beau, hein. Il progresse, hein, malgré tous ces suicides et tous ces morts depuis des décennies. Il a dit qu'on était descendu en dessous 50 000 producteurs. Petit rappel, il y avait environ 395 000 exploitation agricole, qui produisait du lait en 1984, quand Michel Rocard a fait les quotas. Donc 395 000 exploitations agricoles, vous prenez une moyenne de 2, parce qu'à ce moment-là, il y avait au moins 2 personnes par exploitation. Vous voyez un peu l'ampleur du désastre. L'ampleur du désastre. Alors, dans ce schéma, ne perdez jamais de vue, j'ai oublié de mettre l'Open Agri-Food. Ils vont dans la colonne tout à droite avec InVivo, là. L'Open Agri-Food était dirigé par Xavier Belin, il est dirigé par Emmanuel Vasnex, le président de l'SDH, qui travaille avec Nicolas Chavannes, c'est qui le patron, mais j'en reparlerai, il y a beaucoup de choses à dire, hein, et qui, eux, ont mis en place, après avoir perdu tous leurs producteurs en centre Val-de-Loire, ils les ont ruinés au même titre que Sodial, Lactalis, Terrena, Terralacta ou qui vous voulez. Ils n'ont pas été ni plus mauvais ni meilleurs, ils ont été comme les autres. C'est des industriels. Donc eux, ils ont mis en place progressivement un prix de souveraineté, un prix minimum, pardon, de souveraineté pour garder un collège producteur. C'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu de passe-passe, ils gardent toute la valorisation sur la matière grasse et tout ce qu'on peut faire avec le lait, et ils ont demandé à une partie des consommateurs de payer la brique de lait, et sur cette brique de lait, ils font un retour sur investissement, normalement plus 10 centimes, mais pas sur tous les producteurs, sur une partie de leurs producteurs, voilà, ce qui permet de payer plus cher le lait sur une partie des producteurs, et ça évite, il essaye d'éviter l'hémorragie chez eux pour garder un collège producteur. Parce que vous pensez bien qu'ils n'ont pas envie eux-mêmes de produire le lait ou eux-mêmes d'investir dans des salariés pour livrer le lait. Parce qu'ils savent très bien que c'est pas rentable. Donc eux, pour essayer de conserver des petits soldats, ils ont ramené un peu de rémunération sur une partie des producteurs. Donc c'est bien joué. Ça permet de garder un collège producteur, de ne pas payer au coût de production et de continuer de redynamiser des petits soldats sur certains secteurs. C'est pour ça qu'actuellement, ils repassent derrière certaines laiteries et ils donnent une rallonge de lait et une petite rallonge de prix chez certains, j'ai bien dit chez certains, pas chez tous les producteurs. Alors cette politique-là, elle a existé. Hein. Elle a existé chez Lactalis, elle a existé chez Savantia, entre les années 80 et les années 2000. Hein. Les autres l'ont déjà fait, ça. Ça, le but du jeu, c'est de faire des contrats pour rattacher des producteurs. Voilà. Donc, vous avez vu de quoi il a parlé au niveau de la production laitière. Donc, vous prenez Sodial tout à gauche. On va parler que de ça, et encore pas de tout, parce que c'est très long. Il faut savoir que sur le lait, Sodial, Lactalis, les deux acteurs majeurs, hein, à peu près 11 milliards transformés. Il a dit qu'on produisait 24, qu'on était à 22. Pour moi, on n'est plus à 22. On est plus autour de 21 que de 22 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les deux acteurs majeurs, ils ont des accords de collecte. Ils ont tous entre eux ce qu'on appelle des accords de collecte. C'est-à-dire que
Vous vendez le lait à Sodial, mais le laitier qui vient dans la cour ramasser le lait, il peut être Lactalis. Vous vendez à Lactalis, le laitier qui vient collecter vos produits, ça peut être Sodial, ou Agrial, ou quelqu'un d'autre. Autrement dit, tout va dans le même camion. Posez-vous juste, là je m'adresse au grand public, posez-vous juste des questions. Toutes simples. Si demain vous êtes embauché dans une entreprise et que les véhicules de fonction de l'entreprise, ils sont aux concurrents. Vous faites les voyages ensemble dans le même camion. Juste, c'est tout. C'est juste une remarque. Posez-vous les questions. Ensuite, vous avez vu en haut à droite, vous avez par exemple la marque Candia. Vous le voyez dans les magasins quand vous faites vos courses. Candia, derrière, c'est une chaîne, un modèle économique financier ils ont eu à une époque des partenaires, même américains, mais c'est un partenariat avec la branche IDIA du Crédit Agricole, hein, et ce qu'on appelait Sophie Protéol, qui s'appelle le groupe Avril aujourd'hui, leader des huiles et numéro un du bétail en France, où est Arnaud Rousseau, cette société, le groupe Avril, qui nourrit une partie des animaux sur certains continents, comme au Brésil, le fameux groupe Avril, est partenaire de Candia. Sodial, hein, c'est des subventions au niveau de la BCE, la Banque Centrale Européenne, 40 millions de fonds européens d'investissement, déjà à l'époque de Jean-Claude Juncker, en 2015. J'ai pas remonté avant 2015, mais c'était pareil avant, hein. 40 millions d'euros. Il y a eu un total de 80 millions d'euros. C'était des investissements, des lignes de crédit apportées par des fonds européens. Hein. C'est des subventions, hein. C'est pas remboursable, ça. Hein. C'était tout simplement des aides stratégiques, hein, pour mettre un plan en place pour les années futures pour un schéma agricole laitier vertueux. Vous voyez que ces stratégies étaient vertueuses, puisqu'il y avait des centaines de mille de producteurs, on est moins de 50 000, et dans les suicides des paysans, il se trouve qu'il y a beaucoup de producteurs laitiers. Donc vous voyez le résultat. Le 30 juillet 2025, vous avez eu le RDI, 70 millions d'euros Sodial a eu de la France, soutien aux efforts de recherche, de développement, innovation, la décarbonation, l'innovation. Voilà. Vous avez également au niveau de la PAC, il faut savoir qu'ils ont des aides de la PAC également. Il arrive à avoir des budgets de la PAC. Donc ces 70 millions d'euros, ils viennent sur la ligne de crédit de la PAC qui vont à Sodial. Vous avez Bonilet dessous, sous mon schéma. Bonilet, j'ai pas remonté 20 ans en arrière, hein. Bonilet, parce que c'était pareil avant. Il y avait des subventions même à l'exportation. Bon, plus importantes encore qu'aujourd'hui. Bonilet, 13,8 millions d'euros d'aide régionale. À Chasseneuil, dans le 86, à Saint-Flour, dans le Cantal, le 15, plus une subvention à Chasseneuil-du-Poitou, où est Jean-Pierre Raffarin, de 400 000 euros. Récemment, tout récemment, ils ont eu une subvention d'à peu près 41 000 euros. Vous prenez ensuite, vous voyez sur le tableau, à un moment donné, vous voyez Eurostérum. De 2015 à 2019, ils ont eu 1,9 million d'euros de la PAC. En 2016, ils ont investi 16 millions d'euros à Carhaix avec la participation de fonds publics. Mais j'ai pas le détail de la somme sur le site de Carhaix. Vous prenez dans le schéma un tout petit peu plus bas, vous prenez Nutribio, poudre de lait infantile à Montauban. 15 millions d'euros, hein, avec une participation des acteurs locaux, fonds publics. Pareil, j'ai pas de trace précise de la subvention qu'ils ont eue. C'est pour ça que je ne vais pas le dire. Vous avez un dernier exemple que je vous prends, la compagnie des fromages Richemont à Coutances, dans la Manche, le 50. L'usine de Coutances a été cédée à l'époque, hein, pour 1 euro symbolique. Hein. L'ancienne usine de la compagnie des fromages à Coutances a été cédée pour 1 euro symbolique à la Société d'économie mixte d'aménagement local Schéma, à l'initiative de la communauté de communes de Coutances, Mer Bocage.
Le site de 15 000 m² fait l'objet d'un projet d'aménagement s'étalant sur 20 ans, estimé à 6,3 millions d'euros, dont 600 000 euros sont financés par les collectivités, les gens de la Manche et les autres. Donc voilà comment fonctionne le schéma. Si je reste sur le lait, c'est pareil pour les autres. Le prix que vous payez votre yaourt, le prix que vous payez le beurre, la plaquette de beurre, je suis incapable et personne ne peut vous dire le prix de votre plaquette de beurre. Pour une raison toute simple. Et j'ai parlé que de Sodial, là. Lactalis aussi a des subventions. Ils ont tous des subventions. D'accord? Hein? Pour les raménagements de leurs bâtiments, pour les nouvelles normes qui viennent européennes ou eux-mêmes qui créent des nouvelles normes pour empêcher les petits producteurs de transformer. Bon. Donc le prix réel de la plaquette de beurre, quand vous savez les subventions qu'ont les agriculteurs via la PAC, quand vous savez les subventions qu'ont ces groupes-là, dans tous les sens, en fait, tout est faussé. Le producteur n'est pas payé, le consommateur paye plein pot et tout est faussé. Donc on est dans un monde, on est tout sauf dans un modèle vertueux. Alors, pour terminer ma vidéo, une fois que je vous ai dit ça, et là j'ai parlé code sodial, vous verrez, ça sera pareil pour les autres quand j'aurai le temps de vous en parler. Bon. Posez-vous quelques questions toutes simples. Vous avez vu le spectacle qui continue sur l'acétamipride, les céréaliers avec la loi du plomb. Hein, la loi du plomb qui va renforcer le modèle industriel, qui va encore contribuer, non pas à passer de 50 000 à 80 000 ou 100 000 producteurs, avec un modèle d'exploitation familiale qu'on peut mettre en place, parce qu'on a 2 500 000 hectares en friche, mais la loi du plomb, dans son ensemble, même au-delà de l'acétamipride, va consister à descendre, allez, vous allez voir, on va arriver à 10-15 000 fermes. Ça va y aller, qui vont faire du lait. Sauf cas de force majeure, si les gens se réveillent. Bon. Posez-vous la question, pourquoi avec la loi du plomb, ils sont arrivés avec des tracteurs à l'Assemblée nationale, la branche des céréaliers de la FNSEA? Pourquoi ils ont fait des pressions partout, sur les plateaux télé, partout, je dis bien partout. Alors, ils défendent, eux ils sont pour, on peut être contre, vous êtes d'accord? Moi, c'est pas de ça que je vais vous parler. C'est du rapport de force, la pression qu'ils ont mis sur ce texte-là et sur cette loi-là. Réfléchissez 30 secondes. Est-ce que vous avez vu un déploiement médiatique, la FNSEA venir devant l'Assemblée faire pression comme ça sur le gouvernement et sur tous les élus, sénateurs et députés, pour parler des horticulteurs, pour parler des maraîchers, pour parler des apiculteurs, pour parler des producteurs de lapins, pour parler des producteurs de moutons, pour parler des producteurs de vaches allaitantes de la race charolaise, de la partenaise, de la blonde d'Aquitaine. Vous les avez vus bloquer et venir avec des tracteurs devant l'Assemblée nationale? Je peux continuer, hein. Je peux prendre des autres productions si vous voulez. Hein. Comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qui est-ce qui a la main sur les médias et qui bouge quand ils ont le bout du petit doigt qui est égratigné? Vous voyez qui c'est qui bouge? Vous avez compris maintenant? Pourquoi vous n'avez pas vu ça pour les autres productions? Pourquoi quand les autres productions sont bien plus sinistrées que ça, il n'y a même pas de commune mesure? On va pas comparer les moutons ou les producteurs de lapins avec ce qui arrive là sur la betterave. Hein. Parce que là, on est à des années-lumière. Il y en a un, c'est le mendiant, et puis l'autre, il compte ses appartements. Hein. Je résume, hein, je schématise, hein, et je suis pas loin de la vérité. Je suis dedans. Hein, parce que les comptabilités, je les ai. Alors si quelqu'un veut faire un débat avec moi, on va faire un débat, mais avec les comptabilités. Moi, je fais pas de débat sans comptabilité. Alors le sujet, c'est le prix. Merci à Dominique, merci aux agriculteurs qui m'appellent de toute la France. Hein. Pourquoi, il y a quelques jours, un blé consommable en alimentation humaine hein, est payé 153 € la tonne en France et à quelques kilomètres hein, en Belgique, il est payé à 177 €, le même blé. En plus, en Belgique, ils n'enlèvent pas les impuretés. Alors, ils vont continuer d'informer comme ils font là, comme l'a fait Johan Barbe. Vous voyez, et je vous en parlerai, ils font témoigner des agriculteurs qui, eux, sont les plus idiots. Hein, parce que ceux-là, c'est les traites à la profession. Hein.
qui parle de la nouvelle agriculture. Bon, c'est Terena qui se cache derrière ça, peu importe, Terena ou d'autres. La nouvelle agriculture ne rémunère pas les producteurs. C'est une agriculture intensive déguisée qui sert à rattacher les petits soldats. Bon, et je terminerai par la cerise sur le gâteau. Faut quand même le savoir, ça, c'est important. C'est que la FNSEA avec les jeunes agriculteurs, hein, imaginez-vous, ils ont créé la cellule Déméter. La cellule Déméter, ils ont fait un accord avec la police nationale pour empêcher les journalistes qui veulent informer les consommateurs et qui veulent faire des reportages dans les exploitations, essayer de dire ce que moi je dis, la vérité, que le problème est le revenu et qu'on est attaché à ces grands mastodontes là que vous voyez sur mon tableau, hein, que c'est tentaculaire et qu'ils ont des ramifications dans le monde entier et qui font descendre des paysans qui manipulent dans les magasins, alors que le groupe Avril, le groupe Unigrain ou Invivo, qui est tout à droite, Invivo International, ont des ramifications dans le monde entier avec des montages financiers, avec maintenant des plateformes américaines qui rentrent dans les financements. Ils manipulent les gens. Et ils ont fait il y a quelques années, c'était Monsieur Darmanin, hein, un accord avec les forces de l'ordre pour empêcher les citadins, vous ou des gens, de venir dans des exploitations ou de tourner des reportages, puisque les journalistes sont verrouillés. Ils ne peuvent pas faire des reportages comme ils le veulent chez tous les acteurs que vous avez sur mon tableau. Tous les acteurs que vous avez sur mon tableau. Je vous mets au défi de faire un reportage indépendant, hein, avec des journalistes d'investigation, peu importe les journalistes, on peut donner des noms, hein, ils peuvent être indépendants, on peut prendre quelqu'un qui est indépendant, ils ne les laisseront pas rentrer. Et surtout pas donner les chiffres. Alors, que vient faire un syndicat, soi-disant agricole, dans une cellule policière? Expliquez-moi. Que vient faire un syndicat agricole dans une cellule policière? Si ce n'est ficeler les petits soldats. Donc, je vous demande d'y réfléchir. Je vous remercie. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous dis à bientôt.